On va passer au deuxième sujet, si tu veux bien, Eric. On a demandé à Eric de... là aussi, ce sont des travaux en cours, mais il nous a dit qu'il était assez bien avancé, et donc un peu. Et donc, je pense que tout le monde sera intéressé à voir où nous en sommes avec les indications chirurgicales vasculaires de notre sujet qui est là dans tu vas faire que la chirurgie des fluides caverno-veineuses pour ce soir. Voilà, une étude intermédiaire. Bien, merci, merci Ronald. Alors, c'est effectivement une présentation, je dirais, intermédiaire d'un travail qui demandera encore sûrement 2 mois, mais je ne pense pas beaucoup plus, qui est l'évaluation des résultats de chirurgie pour fuite caverno-veineuse chez maintenant 183 patients. Donc, ça commence à faire un nombre de patients, j'allais dire, intéressants. Ce travail fait suite à un premier que nous avons fait ensemble au CETI, d'une publication de 2020 sur les 45 premiers patients initiaux. Alors, c'est vrai que ces patients sont un petit peu moins triés que lors de la première étude. Il y a 2-3 patients qui avaient été opérés auparavant. Enfin, bref, c'est un peu moins, entre guillemets, puriste dans les critères d'inclusion, mais évidemment, tous sont traités pour des fuites caverno-veineuses. Ça a changé de... Où est-ce que tu veux? C'est la flèche. Ça reste là. Ah oui, d'accord. Bon, le concept, vous le connaissez, et donc c'est la fameuse métaphore de la baignoire dont la bonde n'est pas étanche, le robinet étant l'artère, et le niveau d'eau qui ne monte pas, et donc la pression hydraulique qui ne monte pas dans le système caverneux. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est pour les patients, mais quand même, ça donne une idée du problème. Vous êtes aussi familier avec des aspects épidémiologiques. On peut extrapoler et proposer ce chiffre de 900 000 hommes en France qui auraient des fuites caverno-veineuses et qui en seraient gênés, hein, puisque c'est en partant de la plainte dysfonction érectile qu'on arrive à ce chiffre. Et c'est donc considérable. Il est clair que tout le monde, tous les patients ne sont pas demandeurs d'un traitement, ça va complètement de soi. L'intervalle des âges est considérable, ça va vraiment du début de la vie érectile jusque très avancé dans la vie sexuelle, et ça c'est un aspect extrêmement important. Alors j'ai mis cette phrase, il faudra la travailler, mais d'après ce que j'ai commencé à voir dans la littérature, c'est peut-être la première cause de handicap important chez l'homme jeune, puisqu'il y a peut-être les maladies psychiatriques qui peuvent avoir des chiffres à peu près comparables, mais je pense qu'il faut réfléchir à ça pour, à nouveau, dans le souci de présenter cette maladie aux gens qui s'intéressent à la santé publique. Dans la plupart des cas, en tout cas la plupart des patients opérés, le traitement pharmacologique usuel n'était pas efficace, et nous rappelons, mais je n'ai pas le fond de le faire ici, c'est évidemment l'échographie Doppler avec MaxiTest qui est l'instrument de diagnostic de cette maladie, et le cavernoscanner qui a apporté, l'un et l'autre ont apporté les outils nécessaires à la prise en charge de cette pathologie. Alors, quel est le but de cette chirurgie? C'est de restituer une érection hydraulique, physiologique, commandée par la rétention sous pression de sang dans les corps caverneux. Voilà l'objectif. Et on a évidemment cette image. Alors à droite, ce n'est pas un post-opératoire, c'est dommage, mais on voit bien le concept. Finalement, vous avez 2 cavernoscanners avec l'injection de produits de contraste dans les corps caverneux chaque fois. À gauche, avec ce phénomène de fuite dont on voit les parcours qui sont indiqués par les flèches rouges et l'absence d'érection, et à droite, au contraire,
la rétention complète du volume injecté dans les corps caverneux et l'érection. Un point également important, c'est que petit à petit, je crois qu'ensemble, on commence à bien sentir qu'il y a une sémiologie de cette maladie. Cette physiologie à manier avec prudence. On a eu au moins un patient qui nous a raconté des bobards et nous a fait croire avant l'échographie Doppler qu'il avait cette maladie, et ce n'était pas le cas. Et Christophe s'est retrouvé avec une certaine, comment dirais-je, en fin d'après-midi. Mais donc, effectivement, cette symptomatologie, enfin, cette sémiologie est à manier avec prudence, mais néanmoins, elle est importante parce que probablement, elle permet l'identification par les patients eux-mêmes de beaucoup de problèmes. Alors, les aspects techniques du traitement, on ne va pas insister, mais c'est vrai que nous sommes de plus en plus, enfin de moins en moins invasifs comme le temps passe, avec un concept qui a changé il y a 2 ans et demi à 3 ans maintenant, puisque initialement, cette idéologie à la base de l'opération, c'était d'aller à la source des fuites sur les corps caverneux et de neutraliser essentiellement par des ligatures l'ensemble de ces veines de fuite. Vous avez à gauche cette image un peu sanguinolente après le dégantage du pénis, et vous voyez ces veines qui sont bleu foncé, qui sont multiples, et donc initialement la chirurgie consistait à ligaturer ces fuites, et c'était inspiré de ce qui existait très largement, et qui d'ailleurs est dans certaines mains, et particulièrement en Asie, à Taïwan, d'une très grande efficacité, mais au prix de temps opératoires qui sont de l'ordre de 6-7 heures. Nous avons graduellement, à force d'échanges, modifié la stratégie et la manière de voir la guérison possible de cette maladie, en disant que finalement, quel que soit l'endroit d'où partent ces fuites, évidemment des corps caverneux, elles atterrissent, elles se connectent au circuit veineux général dans des endroits qui sont discrets, c'est-à-dire qui ne sont pas infinis. Certes, il y a des malformations, mais pour beaucoup, il s'agit de fuites de réseaux, entre guillemets, de morphologie normale, et donc il s'agit essentiellement de dysfonctionnement de clapet, si vous me permettez ce raccourci. Et dans d'autres cas, il y a des réseaux qui semblent aberrants, qu'on peut qualifier de malformatifs peut-être, et qui fuient également. Mais enfin, le raccord, les voies de raccord des fuites issues des corps caverneux vers les systèmes veineux ne sont pas infinies. Et donc, on a développé ce concept qu'on pouvait finalement s'adresser à l'atterrissage de ces fuites plutôt qu'à leur origine. Et puis, nous avons graduellement introduit de plus en plus de dimensions endovasculaires au traitement de cette maladie. Donc, après ce papier initial de 45 patients, il nous a tous semblé intéressant de colliger les résultats que nous avons maintenant donc, sur 183 patients. Vous voyez, sur une période qui maintenant est de 4 ans et demi, donc de 5 ans et demi, pardon, donc ça commence effectivement à faire. Alors, pendant les 3 années avant 2022, je n'ai pas encore calculé après, mais nous avons doublé chaque année le nombre de patients pris en charge, enfin opérés. Vous voyez la moyenne d'âge de 43 ans, qui est très proche de la médiane, hein, ça veut dire que la moitié en plus et la moitié à moins, et la fourchette qui est extrême. D'ailleurs, je crois que le 70 est faux, je crois que c'est 76 ans, et 18 ans pour le plus jeune. Alors, c'est faux pour le 18 ans, en fait, il avait 20 ans quand on l'a opéré. Je crois qu'on peut le dire maintenant. C'est un jeune garçon qui, en fait, avait un petit peu triché en prenant un canot pour traverser la Méditerranée et rester en France. C'est un jeune gars extrêmement sympathique qui avait une dysfonction primaire sévère et qui maintenant a de très bonnes érections. Donc, c'est 20 ans et non pas 18. La moitié de nos patients ont une dysfonction primaire, c'est-à-dire existant depuis le début de la vie érectile, disons l'adolescence, pour beaucoup avec un intervalle libre de quelques années. C'est plus, en tout cas, soit
moment où les hommes réalisent ce problème, ou peut-être où il se déclenche, ce n'est pas exactement à 14-15 ans, c'est plus vers 18-20 ans. Hélène, tu hoches, parce qu'effectivement, hein, c'est ce qu'on observe, mais enfin, nous les appelons primaires, il y aurait besoin d'une définition vers la droite, c'est-à-dire jusqu'à quand définit-on une érection primaire. Et ce qui est également très, très intéressant, c'est le délai entre le début des symptômes et le moment de l'opération. Vous voyez, sur l'ensemble de la population, c'est de 12 ans. Et puis, si vous allez dans les dysfonctions primaires, on arrive à 16 ans. Donc, ça veut dire que ceux qui ont la forme, je ne veux pas dire la plus invalidante dans ce qu'est la vie et dans ce que sont les perspectives de la vie, c'est-à-dire ceux qui ont ça depuis toujours, eh bien, attendent encore plus. Et ça nous pose une vraie question, mais que nous connaissons bien, évidemment, et pour laquelle nous agissons tous, qui est l'information à la fois de la population et des médecins sur ces dysfonctions des patients jeunes. Quand vous regardez la littérature des études épidémiologiques, toutes les études, enfin la plupart des études en Occident, c'est peut-être pas vrai des plus récentes et encore, débutent à 30 ans, comme si avant 30 ans, on n'avait pas de dysfonction érectile et que c'était des choses acquises. Et il faut aller au Brésil, en Inde, en Russie. Il y aurait une géopolitique à faire de l'âge de la préoccupation pour qu'on abaisse le seuil d'interrogatoire à 16 ou 18 ans. Et puis, 10% à peu près sont diabétiques. Alors, les complications que nous avons eues, simplement pour dire que c'est quand même une vraie chirurgie et qui comporte des risques. C'est pas exhaustif, mais c'est pas tout à fait fini. Mais enfin, on a eu tout à fait au début de l'expérience 2 embolies pulmonaires, heureusement mineures et heureusement avec des facteurs maintenant identifiables. Bon, une infection sévère avec un tableau tout à fait curieux d'occlusion artérielle absolument dramatique initialement et quand même plus qu'embêtant dans les conséquences pour ce jeune patient. Des hématomes qui ont nécessité des réopérations. Il faut que j'ajoute les lymphorrhées. Il y en a moins maintenant, mais c'est vrai qu'au début, il y en avait pas mal. Un cas de perte de sensibilité du gland. Alors, c'était un multi-opéré, mais évidemment, c'est terrible. Et un patient qui a gardé une douleur plus d'1 an. Alors, je viens de recevoir un SMS. Ça y est, sa douleur, après 2 ans, a disparu. Je crois que j'ai une collection d'une 60aine de mails de ce patient, peut-être dont certains se rappellent. Donc, c'est une vraie chirurgie. Alors, chaque patient, et ça vraiment, je crois que enfin, le CETI, c'est ça, chaque patient a une nouvelle seconde évaluation hémodynamique 3 mois après son intervention. Pourquoi 3 mois? Parce qu'il apparaît dans la rare littérature qu'il faut 3 mois pour que le système veineux s'équilibre à nouveau et donc pouvoir juger du résultat finalement de l'intervention. Je crois que s'il y a quelque chose d'important à souligner dans la méthode et dans le travail ensemble, c'est que finalement, si ce que nous écrivons a peut-être un poids, enfin on l'espère en tout cas que plus tard sera un poids, c'est grâce à cette rigueur et grâce à cette exploration systématique qui, à ma connaissance, n'existe pas dans d'autres publications de la littérature. Donc, le HS pharmacologique, évidemment, est intéressant parce qu'il fait abstraction des questions neurologiques, des questions psychologiques. Donc, c'est quelque chose d'important. Évidemment, c'est sous maxi-test. Et déjà, alors je n'ai pas les stats pour tout, je n'ai pas le temps de les faire, mais vous voyez qu'on a 35% en gros de patients qui ont un EHS pharmacologique supérieur à 3, donc limite pénétration, en préopératoire, et à 3 mois post-opératoire, 86%. Alors, on va le voir, ce n'est pas la vraie vie, bien évidemment, mais c'est une indication intéressante. Et d'autre part, c'est aussi quelque part une indication thérapeutique, puisqu'il y a beaucoup de patients qu'on opère et qui ne peuvent pas, avant l'opération, avoir d'érection efficace pour un rapport sexuel avec pénétration, quels que soient les médicaments, y compris les injections. Donc, ça veut dire qu'au minimum, on emmène 86% de la population à 3 mois
capables de relations sexuelles, limite pour certains, mais déjà sur le papier possible, si je puis dire, avec des auto-injections. Et les critères hémodynamiques, vous les voyez. Alors, la vitesse télédiastolique, on ne va pas faire le chapitre sur la vitesse télédiastolique et ce qu'il représente de la réalité des fuites. Elle baisse, bon, tant mieux. Dans le premier papier, avec 45 patients, il n'y avait pas de différence significative. Là, il y en a. La signification de ça, je crois qu'on a besoin de beaucoup de travail pour la comprendre. En particulier, alors je ne vais pas le détailler ici, mais ce qui continue à poser problème, ce sont les fuites au fond, qui naissent au fond des corps caverneux. Et peut-être que dans ces élévations persistantes de la vitesse télédiastolique, pourrions-nous rencontrer ces patients. Bon, voilà. La veine dorsale profonde, l'effet est spectaculaire. Alors, pour qu'il ne soit pas spectaculaire, il faudrait être spécialement maladroit, parce qu'on lit quand même la veine dorsale profonde. Donc, ça veut dire que de temps en temps, il y a une veine dorsale profonde qui échappe. Bon, OK. Et il reste tout de même des améliorations sur les fuites veineuses superficielles persistantes. Alors ça, c'est la vitesse moyenne, ce n'est pas le nombre de fuites. Bon, ça sera, je dirais, un autre travail, mais clairement, nous pouvons encore nous améliorer largement sur ce chapitre des fuites superficielles. C'est d'ailleurs, ça a été l'une des motivations de passer à cette pelade à la surface des corps caverneux vers le système fémoral et saphène pour traiter ces fuites. Donc, ça sera intéressant de comparer les deux techniques à cet égard. Et ça, c'est le travail le plus, à la fois le plus intéressant et qui demande du temps, puisque c'est l'interrogatoire des patients à distance de leur intervention. Alors, je dois dire que les patients sont en général très participatifs et plutôt heureux d'apporter les informations qu'on leur demande. Alors, il y a quelques mécontents, parfois ils ont raison de l'être. Hein. Il y en a, c'est un peu plus surprenant, et il y a une franche amélioration, mais ils ne sont pas contents quand même. Bon. Donc, ce travail sur les 180 patients, j'ai dû en faire un tout petit peu, une centaine à peu près. Donc, il y a encore un travail de pistage, et c'est clair que nous aurons des perdus. Alors, ça, c'est déclaratif. Et donc, c'est soumis à la fois à tous les aléas du déclaratif. C'est aussi soumis aux interférences. C'est aussi déclaratif en préopératoire. Mais c'est absolument, ça a toute cette valeur. Et c'est de toute façon très, très intéressant parce que c'est ce que ressentent les gens eux-mêmes. Et c'est leur vraie vie, du coup, c'est leur vraie vie érectile qui est décrite ici. Alors, si l'on considère les érections matinales, tous les patients, à partir d'une certaine époque, dont j'ai plus la mémoire, mais ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans maintenant, sont interrogés sur le nombre de matins avec un réveil, enfin avec une érection au réveil, quelle que soit la dureté de cette érection, évidemment, sur une semaine, donc sur 7, et puis la dureté des érections sur l'échelle EHS. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de 2 à 2,8. C'est pas énorme. C'est pas énorme et ça pose vraiment question. C'est pas significatif, Eric. Non, non. Et c'est. Non, je veux dire, c'est pas significatif. Ça n'a pas de. À mon avis, ça devrait disparaître de ton tableau. Parce que le nombre des érections matinales est tout à fait aléatoire puisqu'il dépend de la phase de sommeil paradoxal dans laquelle on se réveille. Donc, il faudrait avoir une étude vraie de plétismographie d'érection nocturne, ce qu'on ne fera plus. Donc, à mon avis, ça ne doit pas apparaître parce que ça va être négativé, péjoratif pour des gens qui ne comprennent pas. Par contre, le HS, après, le HS a une signification quelle qu'elle soit. Mais ce que nous a dit Abi, quand même, c'est que Abi, les érections matinales EHS 4 sur 4, c'est quelle proportion de la population que vous avez interrogée? C'est 60%. Oui, non, mais l'EHS l'EHS a une valeur
à mon avis, bien plus importante que le nombre. C'est ça que je voulais dire. Discussion en détail. Néanmoins, alors l'EHS donc augmente un petit peu, il augmente. Bon, alors j'ai pas la statistique, hein, Là, mais il est significatif. Significatif, oui. Ouais. L'EHS lors des masturbations, alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas le stress qui existe pendant les relations avec partenaires. Et puis, en général, c'est soit sans, soit avec moins de médicaments. Donc, c'est une information, je trouve, vraiment intéressante. Et puis, il y a peut-être la motivation principale des patients qui est la dureté des érections lors des rapports sexuels, avant l'intervention, après l'intervention. Et vous avez, alors c'est la ligne hors tableau tout du bas, le pourcentage des patients qui déclarent un EHS au cours de relations sexuelles supérieur ou égal à 3, qui passe, disons, de 20% à 70% avant et après l'opération. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est intéressant. Bon. Ensuite, il y a le pourcentage de pénétration lors des rapports sexuels. Donc la question, c'est sur 10 fois où vous avez l'intention d'aboutir à une pénétration, combien de fois est-ce possible? Donc on passe d'une trentaine de pourcents à 65-70% également. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important. Je dois ajouter cependant que c'est sans préjuger de la prise ou non de médicaments. On a les informations, mais là, je n'ai pas le détail de l'analyse. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'important. Je pense que dans l'analyse que nous ferons, nous verrons quelle est la… Ah oui, il y a la stabilité aussi, vous voyez. Donc, c'est typiquement 0% avant l'opération, la stabilité des érections pendant les rapports sexuels. On arrive à 40%. L'instabilité gêne beaucoup. Et finalement, dans l'appréciation que les gens ont, les patients ont du résultat de leur chirurgie, cette notion de stabilité, évidemment, est absolument cardinale. Donc, je dirais que nous arrivons à sortir 40% de patients de l'instabilité, mais nous en laissons 60 avec une instabilité dans l'état actuel des choses. Mais je ferai un commentaire sur ça. Mais c'est un élément très, très important. Quelques réflexions plus que conclusions. J'aurais dû mettre un point d'interrogation sur le fait de savoir si oui ou non cette chirurgie arrive ou s'approche d'une nouvelle maturité. En tout cas, nous commençons maintenant à avoir un recul. Ah, je ne vous ai pas donné le recul moyen, excusez-moi, j'aurais dû quand même, c'est important. Il est maintenant de 27 mois. Dans l'étude initiale, il était de 14 mois. Donc, nous, à force de ramer, il va faire du chemin. Le recul donc commence à se dessiner. Alors, j'ai pas encore l'analyse complète, mais pour pas mal de quelques patients, nous aurons l'évolution entre les 14 mois de recul initiaux et maintenant. Donc, ça nous permettra de voir si ce qui est acquis le reste ou pas. Alors, attendez. Là. Bon, les évolutions techniques et interventions complémentaires. Alors, je dirais que le résultat que nous avons là, nous pouvons encore l'améliorer pour au moins deux raisons. La première, c'est que finalement, je me suis aperçu que, en tout cas dans la nouvelle technique, hein, l'idée, c'est une première intervention, une évaluation, et d'emblée, le patient est informé qu'il pourra y avoir une seconde opération. On a actuellement pas mal de patients qui ont eu une première opération et qui pourraient probablement justifier d'une intervention complémentaire. Donc après, c'est selon leur choix, évidemment, et puis ce que nous pensons utile de leur proposer. Mais je pense qu'on peut considérablement améliorer tout ça grâce à une seconde, enfin ces résultats grâce à une seconde intervention. Le rôle des traitements médicamenteux après l'intervention est également extrêmement intéressant. Ce n'est pas forcément une opération qui supprime la nécessité d'un recours à un traitement médical. C'est peut-être, pour un tiers des cas, c'est sûrement ça. C'est déjà pas mal. Mais pour deux tiers, c'est rendre efficace un traitement médicamenteux qui ne l'est pas.
Et donc, là, les marges d'amélioration, donc nous avons parlé des réinterventions peut-être à systématiser, en tout cas la proposition faite aux patients, nous devons peut-être faire ce qu'on leur dit avant l'opération et réfléchir à ce que nous voulons faire de ça. Et puis, il y a la problématique des fuites au fond des corps caverneux. Alors, c'est un travail qui est en cours aussi et dont la fin se dessine. Mais graduellement, au cours de cette expérience, il est apparu que ces fuites qui naissent du fond des corps caverneux, qui avaient été décrits par un groupe chinois, chinois je crois, il y a 7 ou 8 ans maintenant, eh bien, apparaît une vraie question. D'abord, c'est probablement plus fréquent dans les dysfonctions primaires que secondaires, et c'est un réel problème thérapeutique, mais nous avons peut-être un moyen maintenant d'approcher ça par des embolisations beaucoup plus, j'allais dire agressives, le terme est mal choisi, mais beaucoup plus volontaires, soit dès qu'il existe des fuites profondes, soit peut-être pour toutes les dysfonctions érectiles primaires. Voilà où nous en sommes. Je pense que dans 3 mois, nous aurons l'ensemble du travail que nous pourrons discuter ensemble. Hélène, prends un micro. Je suis extrêmement contente que nous arrivions à ce travail, parce qu'effectivement, on commençait à se poser des questions globales. Moi, ce que je voulais dire, c'est que à l'heure actuelle, je suis encore en train d'améliorer, disons, mon exploration, et je vois de mieux en mieux à l'heure actuelle les fuites des fonds des corps caverneux, parce que je sais mieux les chercher que je ne le faisais il y a 1 an ou 2. Et donc, effectivement, ça peut nous permettre, dans la décision de départ, déjà de savoir où on va. Voilà. Et parce que l'appareil que j'ai maintenant, mon appareil Siemens, est plus sensible et nous permet de mieux voir aussi. Voilà. Christophe, tu as un commentaire à faire? Tu viens. Marie. Là-haut, il y a des commentaires. Tout le monde est toujours là? Oui. Quelqu'un veut faire un commentaire? Ou des questions? Bon, ça a été très bien. Moi, je vais faire peut-être un commentaire purement clinique, non pas un commentaire, mais une suggestion. Je crois que dans la présentation des résultats, qui s'esquisse tout à fait bien, en particulier sur la clinique, il faut qu'on comprenne bien, faire comprendre, le pourcentage de patients qui ne prend plus de médicaments du tout. 2, le pourcentage qui a besoin de traitement par voie orale, et 3, le pourcentage qui a besoin d'auto-injection, et 4, ceux qui vont finir au Diaconesse avec un implant. Parce que c'est très important, c'est parlant. C'est parlant. Oui, je suis certain. Je crois que c'est très important. Et surtout de savoir d'où ils partent, parce qu'il y a une série de patients qu'on opère, et on sait très bien, parce qu'ils veulent essayer de se passer de tout traitement. Donc, est-ce qu'on a bien répondu à cette question, oui ou non? Je crois que c'est honnête de le dire. Pour l'instant, on ne sait pas. Non, justement. C'est presque une étude. Oui, bien sûr. Qui se déduit de celle-là. Elle ne va pas apparaître nécessairement. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on sache qui fait quoi après l'opération. Cet après-midi, dans un autre ordre d'idée, on a vu un patient à qui tu avais fait une dilatation artérielle, qui a un EF5, on l'a étudié à 3 mois, au lieu de le faire à 3 mois, je crois qu'on l'a fait à 6 mois d'ailleurs, parce qu'il vient de l'étranger, il est parvenu. D'ailleurs, on va le présenter en cas clinique, il est content de ce qu'il a, mais il veut que ce soit encore mieux. Donc, on va le mettre aux auto-injections, alors que cliniquement,
et hémodynamiquement, il a un résultat satisfaisant. Mais il y a le côté de l'empreinte, de la demande particulière du patient qui est à prendre en considération et qu'on doit faire apparaître dans les résultats.